mais on pouvait pas aller en vacances ou on pouvait pas, même la PlayStation, on pouvait pas. J'arrive à faire de l'argent en dormant. Tu vois, sur les réseaux, on a tendance à montrer souvent que les réussites, c'est comme ça. Les épreuves, elles sont faites pour être surmontées, tu vois. Et aujourd'hui, je mets plus de 100 000 € par mois de côté. Je prends en compte tout ce que j'ai pu faire de mon côté avec mon associé, autour des 7-8 millions. Hello tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo où je vais interviewer une personne justement qui a eu beaucoup de succès sur son parcours, notamment en e-commerce. Salut Jonathan, Salut à toi Manu, comment ça va? ça va et toi? Ça va super. Il faut savoir que Jonathan a eu de super résultats au cours justement de son parcours. Et du coup, on s'est pas mal croisés justement sur des événements à Dubaï, etc. Et je me suis dit que ça serait en effet intéressant qu'on puisse échanger de vive voix et puis même aussi pour que tu puisses un peu partager voilà, ton parcours, même si je pense que tu l'as fait dans d'autres vidéos, mais d'avoir peut-être un œil différent, apporter une approche différente, notamment au niveau du mindset, comment ça s'est passé, etc. Enfin, c'est des choses qui nous intéressent et qui intéressent aussi les personnes qui sont abonnées à ma chaîne, quoi, tout simplement. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Bien sûr. Donc moi, je m'appelle Jonathan Grasse, j'ai 26 ans. Donc actuellement, je fais du e-commerce et j'ai aussi une chaîne YouTube où je partage pas mal de valeurs à ce sujet. Moi, j'habite entre Dubaï et Londres. Donc la plus grande partie de l'année à Dubaï, à Downtown précisément. Et sinon, à Londres, je suis à Canary Wharf, donc dans un quartier business. Et voilà, en dehors de ça, donc, je fais business en ligne. Après, j'ai quelques investissements, notamment en montres et là, bientôt en immobilier. Et globalement, c'est ça que je fais de ma vie, en tout cas sur l'aspect professionnel. D'accord, donc purement e-commerce, immobilier, montres, donc on va dire tout ce qui est bijoux de luxe, C'est ça. que les montres uniquement? Pour l'instant, que les montres uniquement. Après, Ouais. je vais essayer de diversifier sur d'autres choses. Mais principalement, c'est ce que je fais en termes d'activité. Ouais. D'accord, ok. Et ça fait combien de temps que tu es sur Dubaï? Dubaï, ça fait à peu près un petit peu moins de 2 ans que je suis là. Ok, J'ai fait 1 an à la Marina et là, bientôt 1 an ici à Downtown. ok, top. Et justement par rapport à Londres, donc tu as fait toute ta scolarité à Londres, comment ça s'est passé? Ouais. En fait, moi, de base, je suis né en France, exactement à Limoges. Limoges, Voilà. ok. J'ai fait à peu près 10 ans là-bas. Et après, je suis venu à Paris, Hmm. genre le 78, c'est en banlieue parisienne. Ouais. Et après, je me suis expatrié donc en 2020, juste après le confinement, parce que Ouais. comme j'ai commencé à avoir pas mal de résultats, notamment via le confinement, comme on en reparlera après, Ouais. ça fait que je me suis expatrié en juillet 2020 à Londres. J'ai fait 2 ans là-bas. Et après, je suis venu à Dubaï. Donc, non, j'ai pas fait ma scolarité à Londres, mais c'était en France, ouais. D'accord. Et pourquoi le choix de partir à Londres justement Ouais. pour ce moment-là? Parce que en fait, l'idée, c'est que quand j'ai commencé à avoir des résultats en e-commerce, c'était Ouais. surtout plus de quitter la France, tu vois, Ouais. parce que je voulais avoir un autre horizon, même apprendre une nouvelle langue, notamment l'anglais, tu vois. Et je me suis dit que je voulais pas être trop loin de ma famille au début, parce Ouais. que en 2020, quand il y a vraiment eu l'essor, tu vois, de l'e-commerce, notamment avec les influenceurs, il y avait 2 catégories de personnes, tu vois, les gens qui allaient à Dubaï et les gens qui allaient à Londres. Et tu vois, moi, je voulais pas forcément, entre guillemets, suivre les gens de manière automatique et aller directement à Dubaï. Et ce que je me suis dit, c'est un raisonnement, au final, qui s'avérait ne pas être forcément vrai. C'est de me dire, voilà, comme je suis à Londres, je suis plus proche de ma famille et je pourrais les voir très facilement. Mais au final, le fait que je sois à Dubaï ou à Londres, je les vois autant, tu vois. Ok. Donc, ouais, principalement, c'était surtout par rapport à ça. Ok, ça marche. Donc, si on essaye de retracer un petit peu le parcours, donc on va dire, voilà, tu as une scolarité, tu as fait quoi comme études du coup? Alors, moi, j'ai fait un bac STI 2D, option architecture et construction. Je sais pas si tu connais. Non, Non. ça ne dit rien. Ok. C'est bac technologie, c'est un peu Ok. comme STMG, STL et tout. Ok, ok. Après, j'ai fait un DUT génie civil pendant 1 an. Ouais, Et après, j'ai arrêté parce que j'ai pas trouvé d'alternance. ouais. Après, je me suis réorienté donc en BTS MUC, management unité commerciale. Et c'est là où j'ai fait mon alternance à Sebois. Et donc, c'est là où pas mal de personnes savent et tout mon histoire. Et après, en parallèle de ça, donc, je me suis lancé dans le dropshipping et ensuite, je me suis expatrié. D'accord. Donc, de Subway, tu t'es lancé directement sur le drop. C'est ça. Et quel a été pour toi l'élément déclencheur où tu t'es dit, bon, bah, tiens, je vais me lancer, ou est-ce que peut-être tu étais en manque au bout d'un moment, ou est-ce que tu as été motivé par des vidéos sur Internet? Quel a été le processus qui t'a vraiment mis sur la route de l'entrepreneuriat? Ouais. Ben, en fait, tu vois, moi, je viens des quartiers un peu populaires et tout, où on a pas mal de difficultés. Ouais. Il peut y avoir aussi de la violence et voilà, plein de choses. Mais on va dire entre 0 et 17 ans, je ressentais pas forcément la pauvreté. Parce que tu vois, tous les gens qui étaient autour de moi, mon cercle social et tout, on était tous au bas de l'échelle.
Et en fait, tu n'as pas de moyen de comparaison pour te dire que lui, il est au-dessus ou lui, il est en dessous. Tu vois, on était tous pareils. Donc, entre 0 et 17 ans, je ne ressentais pas réellement la pauvreté. C'est-à-dire qu'on était un petit peu en galère. Après, on n'était pas, j'ai jamais raté un repas, mais on ne pouvait pas aller en vacances ou on ne pouvait pas, même la PlayStation, on ne pouvait pas. Même la dernière paire de Nike non plus, on ne pouvait pas. Mais comme c'était le cas de tous les gens qui étaient autour de moi, j'avais pas de complexe ou autre chose, tu vois. C'est pas comme aujourd'hui, il n'y avait pas les réseaux sociaux comme aujourd'hui, comme tu vois TikTok ou Instagram, où tu vois des gens qui ont 15 ans et qui disent qu'ils font 30 000 euros par mois, tu vois. Il n'y avait pas ça à mon époque. Donc en fait, j'avais pas de complexe et je vivais tranquille, tu vois. La vie est comme ça et c'est le destin. Après, c'est plus quand je suis rentré dans le marché de l'emploi, à partir de 17 ans, où ben là, tu vois forcément d'autres personnes et tu vois que ben, tu te prends un mur. Quand j'ai dû chercher ma première alternance, ben, je me suis pris un mur. Notamment, ben, comme je te disais, je voulais faire un DUT génie civil. Pendant plus d'1 an, j'ai cherché mon alternance, je n'ai pas trouvé. Pour plein de raisons différentes. Hein. Ouais. Voilà. On va pas forcément citer, tu vois. On va pas les citer. Voilà, on va pas les citer, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais, Donc voilà. Donc c'est tout ça. C'est là où ben, je me suis pris la réalité en pleine face et que au final, tu vois, il y a personne derrière parce que mes parents, ils sont pas nés en France. Après, c'était pas non plus entre guillemets des blédards en mode comme s'ils connaissaient pas le pays, mais c'est pas eux qui vont t'aider à trouver une alternance parce qu'ils savent même pas au final ce que c'est, tu vois. Donc c'est plus tout ça en fait à partir du marché de l'emploi où j'ai compris que en fait, il fallait que je fasse quelque chose parce que en vrai là, c'est le chemin dans lequel je vais, c'est pas bon. Si je reste dans cette direction-là, ok, je vais travailler, je vais gagner quoi, un SMIC ou un petit peu plus. Ça va pas pouvoir m'aider ou même aider mon entourage et atteindre mes rêves. Donc c'est plus sur l'aspect marché du travail plus que dans l'enfance parce que j'ai pas eu de basket, j'ai voulu me lancer dans l'entrepreneuriat, tu vois, c'était pas ça. D'accord. Et tu dirais que ton moteur, ça a été quoi? Tu vois, on parle souvent dans l'entrepreneuriat du why, tu vois, trouver son why, trouver son why. Toi, c'était plutôt t'accomplir toi-même. Est-ce que c'était plutôt pour aider ta famille? Est-ce que c'était peut-être un objectif personnel? C'était quoi derrière ça? Ouais. Pour moi, par rapport à ça, il y a différents paliers. Tu vois, notamment souvent quand on débute le business, il y a des gens qui vont souvent se dire voilà, je veux réussir dans le business, je sais pas, pour m'acheter une sacoche Gucci ou m'acheter des marques de luxe. Et c'est normal, tu vois, quand tu démarres le business, il faut arrêter de faire semblant que oui, tu veux changer la politique mondiale et tout, il faut arrêter, tu vois. Donc, tu veux juste acheter des paires de Nike, acheter plus de choses et voilà. Ouais. Donc, moi, c'était ça un peu au début, tu vois. J'avais pas de PlayStation, je voulais m'en acheter une et tout. Et c'était des objectifs un peu bateau, entre guillemets. Mais tant que ça te motive, c'est ça l'essentiel. Parce que l'essentiel, c'est que tu passes à l'action. Après, bien évidemment, il y avait la famille aussi. Tu vois, bien évidemment, voilà, aider ma famille et tout, bah, chose que j'ai fait. Donc, c'est plus forcément aujourd'hui mon moteur principal. Mais là, c'est plus aujourd'hui de m'accomplir en tant que personne et d'aller au maximum en termes de potentiel sur lequel je pourrais aller dans ma vie, tu vois. Je sais que pour moi, je crois en Dieu et que Dieu il l'a mis en chacun d'entre nous. Donc, tu vois, différents talents et dons. Et l'idée, c'est d'aller au maximum du potentiel qui m'a été donné. Donc, ça va au-delà de m'acheter du Gucci, ça va même au-delà de ma famille. Pour moi, c'est un truc encore bien au-dessus, tu vois, et qui ne dépend pas justement de ces facteurs extérieurs. D'accord. Et dans justement ton trait de caractère, enfin, ce qui te permet d'atteindre tes résultats aujourd'hui, est-ce que tu as identifié un trait de caractère commun à ce que tu avais plus jeune? Est-ce que plus jeune, tu étais fonceur comme ça? Est-ce que plus jeune, tu n'avais pas peur, etc. Ou c'est quelque chose qui est arrivé après et tu t'es découvert justement, on va dire, cette ténacité ou même ce focus? En vrai, j'ai toujours eu la détermination. Ouais. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours eu. J'ai souvent essayé de me lancer dans des domaines où je n'avais pas forcément des talents spécifiques. Ouais. Tu vois, notamment le football. Si je compare à mon petit frère, tu vois, lui, il était très bon au foot, mais il n'avait pas la déter. Et moi, j'étais moyen et j'avais la déter. C'est-à-dire que par exemple, quand j'avais 12, 13, 14 ans, tu sais, tu pouvais taper, je sais pas, par exemple, Rennes FC, tu regardais candidature et tu postais ta candidature jusqu'à ce qu'il t'envoie un message, tu vois. Et moi, je le faisais tout le temps, j'envoyais des messages et tout pour être dans des détections et tout et tout. Et mon petit frère, lui, il était pas trop dans ça. Mais comme il avait un vrai talent, au final, il a eu quand même des détections, tu vois. Donc, c'est juste que c'était pas ce que moi, je devais faire dans ma vie et c'était pas aligné, en fait, au talent que j'avais, tu vois. Mais j'ai toujours eu, en tout cas, ce truc-là d'être déter, d'essayer d'aller au bout des choses. J'allais m'entraîner genre à 7 heures du matin, faire du foot, faire du footing et tout. Je m'entraînais avec d'autres gens et tout. Donc en fait, cette déterre-là, je pense que je l'ai toujours eu. Et après, c'est perfectionné par la suite. Et après, il y a eu d'autres qualités que j'ai développées dans le business qui a permis vraiment de m'aligner à mes objectifs et d'atteindre tous ces résultats-là. Ok, super intéressant. Donc, ok pour ton parcours. Maintenant, sur les premières réussites que tu as eues. Ouais. Donc, comment ça s'est passé? Comment tu as fait? D'ailleurs, est-ce que tu te rappelles, si tu as des petites anecdotes, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur, en fait, qui a déclenché cette réussite-là? Explique-nous. D'accord. Alors moi, je me suis lancé en e-commerce, donc notamment en dropshipping.
Je me suis lancé donc en 2019 et j'avais pas forcément des résultats de fou, tu vois, toute l'année 2019 parce que j'ai découvert ça en fin 2018, genre en novembre 2018 et je me suis lancé qu'en février 2019. Tu vois, donc déjà, il y a eu genre plusieurs mois qui sont passés. Je pourrais même pas dire les raisons, c'est juste que, tu sais, des fois, tu vois une opportunité, tu regardes et au final, tu laisses le temps passer. Au final, il y a 5-6 mois qui passent et tu t'es toujours pas lancé. Donc, c'est plus ça. Et après, comme il y avait le fait que ça soit le début d'année 2019, tu vois, à chaque début d'année, on se met un peu on se motive un petit peu, on essaye de changer les choses. Et c'est là où j'ai essayé de lancer ma première boutique et qui n'avait pas fonctionné. Donc, j'avais lancé des coques pour téléphone. Et j'avais essayé et tout à l'époque, mais pas forcément de résultats, tu vois. Et après, la première vente que j'ai faite, donc c'était en février, et c'était pour un sac de sécurité. Et j'ai fait ma première vente, genre il était minuit 30, tu vois. C'est-à-dire, j'avais lancé mes publicités, il y a eu la journée qui était passée, et après, genre, je me suis levé, et après, j'ai vu ma première vente, tu vois. Et là, j'étais en mode, j'arrive à faire de l'argent en dormant, tu vois. J'étais un peu comme ça, tu vois. Et tu vois, c'était un petit déclic, tu vois, mais c'était en mode, ah ouais, c'est incroyable, en fait, ça marche, tu vois. Et le site, il n'était pas incroyable parce que tu vois, en 2019, c'est pas comme aujourd'hui. Tu vois, le dropshipping, ça a beaucoup évolué. Notamment, il y a beaucoup de choses positives et aussi des choses négatives, des scandales et tout. C'est-à-dire que le site qui m'a permis de faire des ventes en 2019, c'est pas le même site qui me permet de faire des ventes aujourd'hui en 2024, tu vois. Donc, c'est ça aussi que les gens ne comprennent pas, c'est que tout business est amené à évoluer par rapport au marché, par rapport aux tendances consommateurs. Et c'est comme ça, tu vois. Ok. Et quand tu as commencé, est-ce qu'il y a une personne en particulier qui t'a inspiré ? Est-ce que tu as regardé peut-être des vidéos d'une personne en particulier ou peut-être est-ce que tu t'es formé auprès de cette personne ? Comment ça s'est passé ? Moi, en vrai, j'ai regardé un petit peu tout le monde, tu vois. À l'époque, il y avait, en 2019, il y avait qui ? Il y avait Léo Guillot, il était là, Lucas Biver, Yomi aussi, il était là, il y avait un petit peu tout le monde, tu vois. Donc, forcément, je suis français, je regardais ces gens-là aussi. Après, aux US, j'essayais un petit peu de regarder, mais je parlais pas anglais, donc je peux pas, tu vois, je vais pas m'inventer des vies, de dire que je regardais des formateurs US, tu vois. C'est mieux l'anglais là ou pas ? Là, c'est mieux, tu vois. Là, c'est mieux. Ouais, c'est beau, j'ai fait 2 ans là-bas, donc c'est bon, maintenant c'est maîtrisé, tu vois. Mais et aujourd'hui, justement, je regarde beaucoup de vidéos anglais parce que quand tu regardes que des vidéos français, tu es limité. Peu importe l'industrie dans laquelle tu es, forcément, tu es limité. Donc, j'avais un pote à moi qui avait acheté la formation de Léo Guillot et il me l'avait passé, justement. Et j'avais pu un peu checker et tout, tu vois. Mais la formation n'était pas incroyable, mais ça m'a permis quand même d'avoir certaines bases et tout et qui m'ont permis quand même de me lancer par la suite. Ok, ça marche. Donc là, on a parlé de ta première réussite. Et pendant tout ce parcours-là, est-ce qu'il y a eu des échecs ? Ouais, forcément, il y en a eu plein. De toute façon, dans l'entrepreneuriat, on a plus d'échecs que de réussites. C'est juste que voilà, après, sur les réseaux, on a tendance à montrer souvent que les réussites, c'est comme ça. Toujours. Après, le problème, c'est que par rapport à ça, c'est que des fois, quand tu montres les échecs, parce que souvent, sur les réseaux, les gens, ils t'idéalisent un petit peu. Tu vois. Et je parlais avec une autre personne, genre qui est numéro 1 dans une autre industrie qui n'a rien à voir. Et il disait que justement, quand il montrait un petit peu ses défauts, les gens, ils le critiquaient. Et en fait, il est obligé de garder une image lisse, une image parfaite, parce que sinon, après, les gens, ils vont le descendre et ils vont le dénigrer. Donc, c'est aussi, il faut savoir ce que les gens ils veulent. Tu vois. Quand on montre que des choses positives, on va dire que ce n'est pas la réalité, mais quand on montre du négatif, on revient à la réalité et les gens, sur les réseaux, entre guillemets, ne veulent pas voir la réalité. Donc après, ça dépend des industries et tout, mais forcément, il y a plein d'échecs encore aujourd'hui. Que ce soit toi ou moi, on a encore plein d'échecs aujourd'hui et c'est comme ça. Donc, j'ai lancé plein de produits qui n'ont pas fonctionné. J'ai perdu pas mal d'argent, plusieurs centaines d'euros. Donc, j'ai eu des blocages PayPal. J'avais fait genre 30 000 euros de chiffre d'affaires, 5 000 euros de bénéfices. Et au final, tout mon bénéfice était bloqué sur PayPal. Donc, parce que tu vois, après, si tu payes les impôts, les taxes et tout, j'avais à peu près genre 15 000 de cash flow, mais après, avec toutes les taxes et tout, il me restait que 5 000. Et en fait, ces 5 000 là, ils étaient sur PayPal et je devais récupérer l'argent que dans 6 mois. Tu vois. Donc, déjà, ça, c'est le premier truc je me suis dit, bon, vas-y, c'est fini le dropshipping, tu vois, je vais arrêter parce que ça me met dans des problèmes plus que le fait de réussir dans le business. Mais le truc là qui m'a sauvé, c'est le fait de voir qu'il y avait d'autres personnes qui avaient ces problèmes-là. Parce que le problème dans l'entrepreneuriat, c'est que quand tu es tout seul et que tu fais face à des problèmes qui te sont personnels, tu vas croire qu'il n'y a que toi qui as ce problème-là et limite, tu vas te dire c'est pas fait pour toi. Alors que non, tu vois. Au début, vraiment, ce fait-là, à cause de ce fait-là, j'aurais pu arrêter l'e-commerce. Après, quand j'ai vu dans des groupes Facebook qu'il y avait plein de gens qui avaient des problèmes de PayPal, je me suis dit, bon, en fait, c'est normal. D'accord. Et ça t'a poussé à continuer finalement ? Ouais, c'est ça. En fait, dès lors que tu vois que tu n'es pas tout seul dans tes problèmes, en fait, ça te pousse, en fait, ça te motive. Et comment tu as réussi à gérer justement cet ascenseur émotionnel au niveau du mindset ? Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit j'arrête, mais est-ce que cette période, elle a duré longtemps ? Est-ce que tu t'es vite relevé ? Comment ça s'est passé ? Ouais. En gros, ça, c'était en mars 2019. En fait, c'était dur,
tu vois. Mais ça n'a pas duré encore pendant des mois et des mois, tu vois. J'avais arrêté parce qu'en fait, j'ai plus de fonds. Ouais. C'est-à-dire, j'ai 5 000 euros bloqués, tu veux que je fasse quoi, tu vois. Donc, en fait, là, j'ai dû arrêter, mais par défaut, je n'avais pas le choix. Et l'argent que j'ai gagné, il fallait que je paye quand même les pubs, tu vois. J'avais encore des pubs à payer, j'avais encore des frais à payer avec le fournisseur et tout. Et même, j'avais d'autres charges, tu vois, vu que je vivais chez mes parents, donc j'ai pas de loyer, mais j'ai quand même des charges fixes. C'est-à-dire que par défaut, j'ai dû arrêter l'e-commerce pendant une certaine période et j'ai repris qu'en juillet, donc 2019. Et après, je me suis relancé, j'ai encore eu des résultats et tout. Mais je me suis pas dit que. En fait, je me suis dit que j'allais arrêter parce que j'ai pas le choix. C'était surtout une question de fond. C'était pas une question par rapport au fait que le business model ne fonctionne pas parce que j'ai pas de motivation ou autre. Mais c'était plus sur cet aspect-là. Donc après, c'est normal de passer par ces phases-là, tu vois. On a tous des hauts et des bas. Mais l'idée, c'est de rester focalisé sur son objectif et de se dire que les épreuves, elles sont faites pour être surmontées, tu vois. Et on n'a pas d'épreuves impossibles à surmonter. Tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est des choses qu'on peut surmonter, surpasser. Mais il n'y a aucune raison que cette épreuve-là, je ne la surmonte pas. Ok, hyper intéressant. Et quel a été justement l'impact sur ta famille, qu'il a été positif ou négatif? Comment tu as vécu tout ça? Par rapport au fait à la réussite financière. Exactement. Ouais. Alors, par rapport à ma famille, au début. Oula, il y a des trucs à dire. En fait, frère, tu connais comment, tu vois, on vient de banlieue, Renoir, tout ça. Ouais. En vrai, la famille, c'est un aspect quand même important, famille, entourage. Ouais. C'est quelque chose que j'ai pas forcément beaucoup évoqué, mais je pense que c'est important de le faire. Parce que là, actuellement, notamment, je fais pas mal de shorts sur YouTube et tout. Et comme j'explique qu'aujourd'hui, je mets plus de 100 000 euros par mois de côté et que justement, j'ai dû rééduquer ma famille par rapport à ça, j'ai dû éduquer ma famille. Et quand les gens ils entendaient ça, ils disaient mais c'est le seul qui doit éduquer ses parents, tu vois. Mais en fait, oui, bien sûr. Quand tu annonces à tes parents que tu fais plus de 100 000 euros par mois de profit, eux, ils comprennent pas. Mon père, il gagnait 1500, ma mère 1700. Et que toi, aujourd'hui, tu sors des sommes comme ça. Mais il a fallu de nombreuses années d'explications pour qu'ils puissent comprendre comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe, pourquoi je gagne de l'argent, qu'est-ce que je fais avec mon argent. C'est-à-dire que quand j'ai gagné mes premiers 10 000, 20 000, 30 000 euros par mois, mes parents, ils ne le savaient pas. C'est-à-dire que je cachais le fait que je gagnais de l'argent à ma famille. Ils ne le savaient pas. Donc, pourquoi ? De un, c'était pour me protéger. Parce que l'idée, c'est que tu vois, le dropshipping, tu sais, des fois, ça. Il y a des hauts, il y a des bas. Voilà, il y a des hauts, il y a des bas. Ouais. Tu sais, des fois, tu as des boutiques qui durent 2 semaines, des fois, tu as des boutiques qui durent 3 mois. Et je voulais pas faire le héros national de la famille alors que je savais pas si ça allait tenir. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'après, les gens, ils ont des habitudes. C'est-à-dire que quand tu commences à donner de l'argent une fois, ils vont te demander 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ouais. Et tu n'as pas envie d'être dans une position où tu dis, non, j'ai pas, tu vois. Ouais. Donc, c'est pour ça que je leur ai dit, je leur ai rien dit. Je me suis expatrié à Londres. Limite, ils ne savaient même pas que je faisais du dropshipping. Donc, les premiers 30 000 euros par mois, ils ne savaient pas. Et ils ont su seulement quand je suis passé sur TF1. Donc, j'étais passé sur TF1 sur 7 à 8. C'était en 2022. Ouais. Donc, tu vois, ils ont su genre ça 2 ans plus tard. Et c'est là ils ont vu que j'avais acheté une Rolex à 15 000 euros. Parce qu'ils avaient demandé que je le monte, tu vois, sur TF1. Ouais. Et c'est là ils ont su que j'avais acheté ma Rolex, donc 2 ans plus tard. Et tout, tu vois. Et c'est à partir de là où, justement, je commençais à bien expliquer ce que je faisais, comment je faisais et tout. Aujourd'hui, ça pose aucun problème. Aujourd'hui, ils savent que je suis en face du Bourges, que j'ai une montre à 40 000 euros, que je gagne tout ça. Et ça se passe très bien. Après, bien sûr, je donne de l'argent et tout. Je fais plein de trucs. Parce qu'après, bien évidemment, il faut être aussi en cohérence avec ce que tu dis sur les réseaux sociaux. Tu vois, tu peux pas dire tu fais 100 000 euros par mois, mais derrière, en privé, tu fais rien. Tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc, faut être aligné dans tout ce que tu fais. Donc, voilà. Et du coup, tu es quelle origine? Moi, Congolais, Kinshasa. Congolais-Kinshasa. Tu as encore des connexions avec le pays, avec la famille ou comment ça se passe? En vrai, moi, je suis pas encore allé là-bas. Ouais. Jamais parce que, tu vois, il y a pas mal de problèmes, pas mal de soucis là-bas. C'est-à-dire que mon père, principalement, il veut pas trop que j'aille là-bas. Donc, après, tu vois, on s'échange au téléphone, on discute un petit peu. Mais ouais, non, j'ai pas plus de connexion que ça. Ouais, pareil. Moi aussi, moi, je suis d'origine de la Côte d'Ivoire. Ok. Et pareil, ma mère ne veut pas que j'y aille sans elle au début. Ouais. Parce qu'elle veut d'abord me montrer la famille, me montrer comment ça se passe, etc. Et après, on pourra y aller, tu vois. C'est marrant parce que j'ai même des gens que je connais, des potes qui y vont souvent. Ouais. Sauf que moi, c'est mon pays d'origine et j'y vais pas, tu vois. C'est ça, en fait. Mais moi, je leur dis la même chose. Genre, j'ai limite des cousines qui sont plus jeunes que moi, tu vois, elles y vont, tout ça. Mais moi, je dis, mais pourquoi vous voulez vraiment pas que j'y aille? Après, eux, ils ont aussi leur raison. Ils connaissent comment les choses se passent là-bas. Donc, D'accord. Et du coup, pour revenir, pour rester d'ailleurs sur la famille, j'avais une question. Ouais. Tu es fils unique ou tu as des frères et sœurs? Ouais, j'ai des frères et sœurs. Donc, j'ai 2 frères, 2 sœurs. Moi, je suis l'avant-dernier. J'ai Ok. un petit frère qui a une vingtaine d'années, mes 2 sœurs qui ont la trentaine et, Ok. mon grand frère qui a 40 ans. D'accord. Donc, quand tu t'es lancé, tout le monde était déjà établi?
à peu près? Mon grand frère, oui. Ouais. Mon petit frère, non. Et mes deux sœurs, elles étaient aux études. D'accord. Ok, ça marche. Pour revenir au e-commerce, aujourd'hui, approximativement, Ouais. tu penses avoir généré combien, justement, en termes de chiffres? Si je prends en compte tout ce que j'ai pu faire de mon côté avec mon associé, autour des 7-8 millions Ok, de chiffre d'affaires. ok. Ouais. Super, c'est un bel accomplissement. Ouais, c'est pas mal. Quand tu regardes en arrière, qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que tu te dis qu'il y a peut-être des choses que j'aurais pu mieux faire? Est-ce que tu as certains regrets? Qu'est-ce que tu en penses? Bah, après, tu vois, c'est mon parcours. Tu vois, donc je me dirais Ouais. pas que je peux pas l'améliorer, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais. Mais ce que je pourrais mieux faire, surtout en termes de passage à l'action, tu vois, parce que comme je te dis, il y a eu trop de délais d'attente entre le fait que je connaisse le dropshipping et le fait que je me lance, donc 5 mois de délai, le fait que je répétais plusieurs fois les mêmes erreurs, tu vois ce que je veux dire. Mhm. Donc surtout ça, en fait, qui fait que je referai pas, on va dire. Donc c'est le fait de refaire les mêmes erreurs, le fait d'attendre trop, de pas passer à l'action, le fait de pas aussi networker. Ça, c'est une grosse erreur aussi que j'ai faite. Ouais. Comme je t'ai dit, si tu veux avancer vite, il faut regarder aussi les erreurs que les autres font. Il faut aussi voir que tu n'es pas le seul à avoir les mêmes problèmes, tu vois. Et en fait, à partir du moment où j'ai commencé à networker, discuter avec les gens, avancer, ben en fait, tu avances 2 fois plus vite. Tu vois, donc après, le truc, c'est que le networking, c'est un petit peu technique. Tu vois, faut pas non plus aller trop vite. Il faut pas non plus rester tout seul, même si tu as fait des gros chiffres. Parce que moi, je me suis dit que tant que j'ai pas généré mes premiers 100 000 euros de chiffre d'affaires, genre limite, je vais pas faire de networking. Parce que tu vois, je voulais pas venir comme ça, juste être en mode ouais, quémander, demander, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, ouais. Et tu vois, parce qu'on a aussi un peu, tu vois, quand tu viens d'en bas, tu as un peu la fierté, tu vois, de pas Ouais. vouloir demander et tout. Mais ça, c'est pas bien d'ailleurs. C'est pas Ouais. bien d'avoir ça, justement. Faut pas hésiter à demander, poser des questions. Faut pas être en mode fierté. Justement, là, on n'est plus dans le cadre dans lequel on était par le passé. Ouais. On est dans un autre monde, donc faut pas garder en fait les mauvaises choses que tu avais avant et ramener ça ici, tu vois. Ouais. Donc, ouais, c'était plus ça. Et je sais que ouais, le networking, ça m'a fait la différence. Donc, c'est un truc ouais, que je développe. Et comme je dis, ouais, faut pas hésiter à demander, poser des questions. Si quelqu'un te dit non, bah, c'est pas grave, tu vois, tu passes à autre chose. Et c'est tout. Ok. Et tu conseillerais quoi à une personne qui voudrait se lancer aujourd'hui, notamment pour éviter les erreurs que tu as faites, pour que ça aille plus vite, entre Ouais. guillemets. Dans l'e-commerce ou dans le business de manière globale? Business en général. Business en général. Dans le business en général, c'est déjà bien se renseigner sur tes compétences et tes connaissances. Parce qu'en fait, faut pas. Tu vois, parce qu'après, bon, nous, on est des formateurs. Donc, on va se dire, voilà, lance-toi en dropshipping, fais cette activité-là. Mais en vrai, faut que tu regardes quelque chose qui est en fonction de ta personnalité, en fonction de tes compétences, tes connaissances, les facilités naturelles que tu as. Et en fonction de ça, tu peux choisir un business. D'ailleurs, en plus, on en avait parlé quand on était à Mage tous les deux. Ouais, exactement. Et moi, c'est plus ça. Après, tester plusieurs business. Tu vois, il n'y a pas un business parfait. Moi, justement, quand je me suis lancé en dropshipping et que j'ai fait tous ces résultats-là, je pensais qu'il n'y avait que le dropshipping qui marchait. Et en fait, quand je commence à faire du networking, j'apprends, lui, il fait 100 000 euros en faisant ça, lui, il fait 200 000 euros comme ça. Je fais, ah bon, tout ça, mais tu vois, je ne savais pas, tu vois. Ça montre qu'il n'y a pas un seul chemin, il y a plein de chemins, c'est juste qu'il faut essayer et voir qu'est-ce qui te correspond. Ok, je vois. On va faire un petit exercice rapide. Essaye en 5 ou 10 mots de décrire Jonathan Grasse. Adjectif, ça peut être fonceur, déterminé, réfléchi. Dis-moi ce qui te passe par la tête D'accord. tout de suite. Mais essaye de pas trop réfléchir, justement. D'accord. Que des choses positives? Oui, enfin, non, positif ou négatif. Hein. Enfin, Ok. tu peux même séparer les deux si tu veux, mais Ok. essaye d'être le plus franc avec toi-même. Ok. Je dirais persévérant, Ouais. têtu. Ah Ok. Ouais. On va revenir sur On ça. reviendra sur ça, ouais. Parce qu'il y a des côtés positifs et négatifs. Ok. Têtu, fonceur, Ouais. principe, Ouais. abnégation. Ouais. Ça fait 5. Ça fait 5. Et empathique Ouais. et amour, je dirais ça. Ok. Cool. On va revenir sur celui-là aussi. Ok. Bon, sur le premier, têtu. Explique-nous. C'est un trait de caractère que j'ai, je ne saurais pas expliquer. Ouais. Je pense que c'est plus hérité de mon père. En fait, je ne sais pas si tu connais les différentes catégories des personnalités. Je crois que c'est en 4 cases. Tu sais, il y a l'analyste,
Je sais plus c'est quoi les 4 trucs. Oui, le créatif. Voilà, le créatif et tout, ouais. tu vois. Ouais, ouais. Et moi, je suis plus dans la position de analyste. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Ça veut dire que, en fait, pour me convaincre d'une chose, il faut juste me donner des données et des choses claires, tu vois. Tangible. Voilà, tangible. Il faut pas juste me dire oui, ça, ça, ça. Et tu vois, dans le business, il y a plein de gens qui sont comme ça, qui aiment bien voilà, parler pour parler, et au final, il n'y a rien, tu vois. Il se passe rien. Voilà. Donc, moi, je suis têtu, mais je ne suis pas non plus borné. C'est-à-dire, si j'ai une position et que tu arrives à me montrer que j'ai tort avec des données claires, je ne vais pas dire ben non et tout, tu vois. C'est juste que la plupart des gens, quand on discute, ils n'arrivent pas à donner des preuves concrètes. Par exemple, je sais pas si on donne l'exemple des filles, tu vois, des meufs, par exemple. Tu vas dire qu'est-ce qui va pas. Elle va dire ouais, je sais pas trop, tout ça, mais tu n'as pas d'exemple concret, tu vois. Souvent, c'est les femmes un peu, elles sont comme ça, tu vois. Ouais. Tu n'as pas d'exemple concret de ce qui va pas, ben non, tu vois. Donc, comment on peut discuter si, tu vois. Ok. Donc, Ouais, mais j'ai l'impression que tu es un peu binaire, c'est soit 0, soit 1. Quoi. ouais. En fait, ça, c'est vrai d'ailleurs. Ça aussi, c'est positif et négatif. Ouais. La vie, tu vois, c'est pas binaire, tu vois. C'est pas soit noir, soit blanc, c'est un petit peu gris. Ouais. Mais moi, pour moi, Jonathan, personnellement, je préfère quand même voir la vie de manière binaire pour moi. Et par rapport à mes objectifs, la voir aussi de manière binaire aussi. C'est ce qui n'est pas forcément bon pour tout le monde. C'est-à-dire que, par exemple, je me suis dit que à tel âge, il faut que j'ai ça. À tel âge, il faut que j'ai ça, il faut que j'ai ça. Donc, pour certaines personnes, ça fonctionne. Pour d'autres personnes, ça ne fonctionne pas. Si je n'ai pas atteint cet objectif, pour moi, j'ai raté mon année. Tu vois. D'accord. Alors qu'en soi, tu n'as pas qu'un aspect de ta vie qui est important, tu en as plein, tu vois. Ouais. Donc, moi, je me mets ça par rapport à moi-même, justement, pour me pousser, parce que moi, je sais que ça me motive. Et en tout cas, pour moi, je vois la vie de manière binaire. Ok. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu arrives à voir la vie de manière binaire, mais aussi à avoir ce côté spiritualité Ouais. où tu sais que tout peut arriver. Mhm. Donc, explique-nous un peu le contraste Ouais. entre les deux et comment tu arrives à faire la transition. Ouais, cette question, franchement, elle est intéressante. Entre guillemets, tu vois, il y a beaucoup de choses qui peuvent paraître au premier abord contradictoires. Ouais. Et c'est le cas. Ouais. Mais C'est ce que j'ai vu. ouais, c'est le cas. Mais en tout cas, personnellement, c'est comme ça que je fonctionne. Tu vois. En tout cas, c'est parce que pour moi, en fait, il y a une différence entre comment dire, entre la vie, on va dire spirituelle, même si elle a un impact sur la vie physique, tu vois. Mais il y a certaines, tu vois, il y a les lois spirituelles et les lois physiques. Et pour moi, en fait, la vie physique, il y a quand même d'autres règles, entre guillemets, qui divergent de la partie spirituelle. C'est comme si, par exemple, on va dire, notamment certains livres sacrés, voilà, si quelqu'un te gifle qui te gifle là, il faut que tu t'en la joues, tu vois. Tu peux pas faire ça dans ce monde réel, tu vois. Non. Tu vois ce que je veux dire? Tu fais la différence. Voilà, tu fais la différence. C'est-à-dire que tu vois, il y a quand même des contrastes qui fait que tu peux pas, entre guillemets, tout prendre au mot parce que dans le monde dans lequel tu es, soit tu manges, soit tu te fais manger. Donc en fait, tu n'as pas le choix en fait. Ouais. Quand tu vois comment le monde fonctionne, tu vois qu'il y a des choses qui fait que tu dois te comporter de telle manière. Ok. Comme moi, tu vois, comme j'ai grandi, tu vois, dans une famille assez pauvre et tout en banlieue, et aussi très religieuse. Tu vois, l'argent c'était un tabou et même c'était mal vu, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que il y a une phrase justement dans la Bible qui dit heureux les pauvres, tu vois. Mais en fait, tu vois, c'est les pauvres en esprit, tu vois. C'est pas les pauvres dans les poches, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que dès lors que tu parles d'argent ou que tu parles de trucs comme ça, ça faisait polémique. Et au début, tu vois, quand tu te lances dans le business, tu as beaucoup envie d'extérioriser, tu vois. Et même dès lors que tu débutes un nouveau truc dans ta vie, que ce soit le sport, une spiritualité ou le business, tu as envie d'extérioriser, partager ça à tes proches. Mais eux, ils pouvaient pas comprendre ça du fait que, tu vois, ça te disait, mais pourquoi toi, tu es tant focus avec l'argent, tout ça? Mais en fait, c'est même pas ça. C'est juste que, en vrai, quand j'étais plus jeune et même dans ma famille, on n'est pas genre de problème, genre, je sais pas, j'ai pas d'addiction, j'étais pas malheureux ou j'ai pas des problèmes d'affection et tout. Et je voyais qu'en fait, tous les problèmes qui étaient qui étaient dans ma vie, c'était relié à l'argent, tu vois. Donc, en fait, je pouvais pas concevoir, tu vois, qu'on me dise dans ma famille que l'argent, ça sert à rien. Alors qu'aujourd'hui, on faisait que parler d'argent. La famille au bled, ils pouvaient appeler, c'était quoi? C'était par rapport à l'argent. Tout ce qui nous manquait, c'était par rapport à l'argent. Donc, tu vois, ça se contredit. D'un côté, tu peux pas dire que l'argent ne sert à rien et te lamenter parce que tu n'en as pas, tu vois. Donc, je pense que cet aspect contradictoire, on l'a un petit peu tous. Et il faut différencier, entre guillemets, la vérité de la réalité. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a une espèce de dualité entre le fait d'être spirituel, de croire en Dieu et, entre guillemets, d'attendre que ça arrive et le fait de vraiment se mettre au boulot et de vraiment mettre en place les choses pour que ça arrive. C'est ça. Et donc, du coup, c'est soit tu passes à l'action et tu fais en sorte que les bénédictions arrivent vers toi, ou soit tu attends.
tu penses que les bénédictions vont arriver, mais malheureusement, ta situation ne va pas forcément changer. C'est ça. Et donc, je pense que tu as dû aussi connaître la même chose de ton côté, même tu allé à l'église, j'imagine. Ouais. Et donc, j'imagine que tu as dû voir un petit peu cet aspect-là. Ouais, complètement. Ouais, c'est ça. De toute façon, tu vois, là-bas, surtout à l'époque, dans les églises et tout, ils parlaient pas forcément d'argent de fou. Ouais. Maintenant, ils en parlent quand même de plus en plus. Ouais. Voilà, pour éduquer les gens, pour leur faire comprendre, c'est un aspect qui est important. Toutes les religions ou lieux de culte ont besoin de finances. C'est pour ça qu'ils font des dons, des choses comme ça. Donc, ouais, cet aspect, tu peux... Il y a des gens, ils vont peut-être prier un Dieu pour recevoir telle chose. Ouais. Il y a des gens qui vont utiliser, par exemple, la loi de l'attraction. Voilà, ils vont répéter des phrases ou se visualiser jusqu'à ce que ça arrive. Mais il faut toujours passer à l'action. On va pas te donner, même la loi de l'attraction, c'est pas tu visualises et un jour tu en as un coup de fil. Non, ça marche pas comme ça, tu vois. Donc dans tous les cas, il y a les deux. C'est-à-dire que la partie spirituelle, la partie physique. La partie spirituelle, soit via une religion ou soit via la loi de l'attraction. Et la partie physique, dans tous les cas, là, on a la même chose. Et là, c'est le passage à l'action. C'est-à-dire la spiritualité, chacun a la sienne, mais le passage à l'action, il est le même pour tous. Sur ça, on a les mêmes règles. Tu vois. Ouais, je vois. Et as-tu déjà connu justement le burn-out, la dépression, vraiment le downside profond? Franchement, je pense pas. En fait, genre, je sais pas, tu vois, parce que, tu vois, nous, les Renois, je sais pas, on sait pas réellement, justement, tu vois. je veux avoir ton avis par rapport à ça. Je sais pas si on peut appeler ça dépression ou pas. Ouais. Après, je sais que j'avais une phase quand j'étais à Londres, tu vois, il y avait le confinement et tout, et tu vois, j'ai gagné de l'argent en plein confinement. C'est-à-dire que, en fait, j'étais plus, entre guillemets, dans la réalité, dans le sens que, bah, tu vois, je gagnais de l'argent, j'étais enfermé, et j'ai pas eu l'occasion justement de ressortir et un petit peu, tu sais, commencer un petit peu à dépenser de l'argent et tout. Et je sais pas, j'ai gagné de l'argent, j'étais un petit peu tout seul, j'ai pris du poids, c'est-à-dire j'avais pas mal grossi. Je sais pas, genre je mangeais beaucoup de KFC, McDo et tout. Tu sais, il y a une phrase de Calage Criminel dans un session qui dit quand je prends des sous, forcément je grossis. Tu vois. Et ben moi, c'est ce qui m'est arrivé. Donc j'ai pris 20 kilos et tout. Et après, quand je suis revenu en France après confinement, quand ma famille m'ont revu, ils ont dit mais c'est une blague, genre en mode qu'est-ce qui se passe, tu vois. Donc je sais pas, genre je pense pas que j'ai une phase de dépression genre sévère et tout, mais cette phase-là quand même, elle était un petit peu bizarre. Après, tu vois, j'étais toujours en mode travail. En fait, j'ai jamais eu un temps où je travaillais pas. Mais tu vois, il faut travailler sur les autres aspects de sa vie, tu vois. Donc en fait, à ce moment-là, j'étais plus en mode travailler, dormir. Je faisais plus de sport, je mangeais pas forcément bien. Donc c'était pas une bonne phase, ouais. Ok. Et parle-nous justement de aujourd'hui. Quelles sont tes habitudes? Comment tu fais pour rester focus? Tu vas au sport, forcément, vu que tu as perdu du poids. Et puis, je pense aussi que ça t'aide mentalement. Ouais. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, je fais pas mal de choses. J'ai pas mal de coachs. J'ai un coach en musculation qui m'aide justement à ce niveau-là. Il m'a aidé à perdre beaucoup de poids, justement. J'ai un coach en boxe. Donc, je fais de la boxe 2 fois par semaine en one-to-one. Là, d'ailleurs, je prépare bientôt un sparring là, contre un autre influenceur. Ah donc ouais, ça, c'est encore secret pour l'instant. C'est en cours. Il y a eu des noms qui ont sorti, mais voilà. Pas d'exclus pour le podcast. Pas d'exclus, on va éviter. J'ai pas envie de mettre les gens dans la sauce, tout ça. Il n'y a pas eu encore de contrat signé, t'as capté. Ok. Donc, il y a ça. Je fais aussi du Krav Maga. D'ailleurs, là, je vais y aller tout à l'heure. Là, c'est self-défense. Donc, là aussi en one-to-one. Donc, j'ai ça. Après, je dois faire cardio 1 heure le matin. Là, j'avoue, en ce moment, je le fais pas trop. Mais justement, mon coach hier, il m'a engueulé et là, il faut que je le fasse, tu vois. Donc, il y a ça. Après, j'ai une nutritionniste. J'ai des repas à préparer qui viennent chaque jour. Là, je vais prendre des cours de théâtre. Je vais reprendre des cours d'anglais encore pour perfectionner mon anglais. Je vais même prendre des cours de français pour perfectionner mon français. Donc, et j'ai aussi une styliste. Donc voilà. Bon, là, je sais pas si ça se voit là et tout, mais ça, c'est pas une tenue validée par la styliste, mais voilà, j'ai une styliste aussi, tu vois. Donc en fait, c'est ça. C'est dès lors que j'ai commencé par le coach de sport, j'ai vu que ça a développé tous mes aspects de ma vie. Et en fait, là, dès lors que j'essaie de développer un aspect de ma vie, je vais directement voir un professionnel. Au lieu de discuter avec des personnes, même au niveau de l'habillement, il y a des gens, ils peuvent dire non, mais il fallait me dire, j'aurais pu te dire et tout. Mais laisse-moi voir des professionnels. Si tu as l'argent pour le faire, va le faire. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais. Et ça m'aide à être focus. Et justement, le point par rapport à ça, c'est que, tu vois, dans le business, on a souvent tendance à dire que oui, voilà, faut travailler, rester sur son bureau de manière acharnée, etc.
Et le truc, c'est que quand j'ai commencé avec mon coach de sport, j'ai commencé à faire plus de 3 heures de sport par jour. C'est-à-dire que, tu vois, je faisais 1 heure de cardio le matin, 1 heure de muscu et 1 heure de boxe. C'est-à-dire, au final, ça prend 3 heures, c'est énorme dans la journée, tu vois. Au final, 3 heures de sport, ça m'aidait à être plus focus dans le business et ça m'a permis de faire du x4, tu vois, dans mes business, tu vois, en termes de profit. Donc, plus je vais au sport et plus je fais d'argent. Donc, ça paraît fou, mais tu vois, le business, c'est pas corrélé au temps que tu passes. C'est-à-dire que moi, par exemple, imaginons, on a 10 heures productives dans la journée. Moi, je vais mettre 3 heures dans le sport. Mais d'ailleurs, ça m'aidait à avoir 7 heures bien focus. Contrairement à une personne qui va faire 10 heures plein et qui ne sera pas focus sur les 10 heures, tu vois. Et qui va s'arrêter, C'est qui ça. va reprendre. Exactement. D'accord. Et parle-nous justement de ta vie à Dubaï aujourd'hui. Comment ça se passe? Quels sont les points positifs, négatifs? Ouais, bah, franchement, ça se passe bien. Ça se passe même très bien. Franchement, pour moi, à Dubaï, en vrai, on est déconnecté, tu vois. Il faut le dire. Moi, j'ai pas peur de le dire. Pour moi, Dubaï, c'est un paradis, en fait. C'est le paradis, tu vois. Parce que, après, bien sûr que on est tous à un certain niveau dans le business. Il y a différentes échelles de grandeur. Mais si on prend vraiment de la perspective globale et qu'on regarde par rapport à d'où l'on vient, etc., on est pleinement déconnecté, tu vois. Aujourd'hui, je paye un loyer de 5 200 € par mois. Je sais très bien que les Français, il y a 1% qui gagnent 5 000 €, tu vois. Donc, déjà, on n'est même pas sur la même échelle à ce niveau-là. Donc, moi, j'essaie toujours de garder ce truc-là, tu vois, de me dire que voilà, je vais toujours faire plus. C'est pour ça que je fais ces montants-là et que justement, je veux faire même 1 million par mois. Mais avoir, tu vois, cette contradiction à chaque fois, cette double balance. En fait, c'est ça que je fais souvent, je pivote un peu entre les deux, tu vois. Donc, cette balance de me dire, OK, je vais faire 1 million par mois, mais il faut aussi se rappeler qu'il y a des gens qui galèrent à trouver 50 €, 100 €. Parce que c'était mon cas aussi quand je ne les avais pas. Donc, je ne peux pas être ingrat par rapport à Dubaï et de me dire qu'il y a des choses qui ne vont pas et tout. Franchement, moi, tout va très bien. Ça se passe très bien. On mange bien et tout va bien. Comme je dis, j'ai une nutritionniste. J'ai la chance d'avoir des coachs aussi. Ça permet vraiment d'être encadré et tout. La vie, elle est bien. Là, c'est juste qu'il fait un petit peu chaud. Ouais, Là, c'est reparti, là. Il n'y a que ça, tu vois. Ouais. Il n'y a que ça. Il fait un petit peu chaud, mais franchement, ici, c'est incroyable. Même les relations, le networking, comme on a pu échanger, notamment, on s'est vu plusieurs fois et tout. Ouais. On fait des relations facilement. Les gens, ils sont très ouverts. Les gens même qui font 10 fois plus d'argent que toi, la plupart du temps, ils te donnent des conseils, ils sont là pour t'aider et tout. Donc, franchement, que du bon. Ok. Ouais. Et côté investissement, donc c'est hyper intéressant. Tu fais beaucoup d'argent, beaucoup de cash tous les mois. Comment tu investis cet argent? Donc, en effet, tu m'avais parlé des montres. Ouais. Est-ce que tu es dans l'immobilier peut-être? Est-ce que tu es dans la crypto? D'ailleurs, qu'est-ce que tu en penses sur tout le spectre de l'investissement? Sur l'aspect investissement, j'ai acheté une montre. Ouais. Donc c'est celle-là. C'est une Audemars Piguet 50 Anniversary, édition limitée. Donc celle-là, je l'ai achetée à 40 000. Royal Oak? Ouais. Là, d'ici cet été, je vais acheter une Patek. Je ne sais pas encore exactement quel modèle. Mais celle-là, c'est vraiment, je vais la coffrer, tu vois. C'est juste en mode, je la mettrai même pas. Un bon investissement. Voilà, un bon investissement. Là, je suis en train de voir pour acheter un bien immobilier, donc à Dubaï. Un bien sur plan, tu vas donner par exemple 20% d'apport. Et ensuite, tu vas payer X euros tous les trimestres ou tous les mois, peu importe. Ouais. Donc, je sais que d'ici cette année-là, je vais faire ça. Après, sinon, en soi, l'argent est sur le compte, tu vois. Pour l'instant, en fait, je prends mon temps, en fait. Okay. Genre, l'argent est là, l'argent ne disparaît pas. Voilà, après, je suis multibancarisé parce que ça aussi, c'est pas bien d'avoir tout sur un seul compte. Notamment, imaginons, il y a une banque, elle fait faillite. Normalement, tu as une protection, je sais que notamment en France, tu as une protection de 100 000 € par banque. Parce que justement, j'étais aussi conseiller financier à un moment. Donc, je travaillais un petit peu à la banque. Donc, être multibancarisé, l'argent est là. J'achète des montres, je vais acheter de l'IMO. Et là, j'essaie d'avoir un maximum de cash flow pour l'investissement et pour investir dans d'autres business par la suite. Ok, super. Maintenant, si on parle du futur, quels sont tes objectifs à moyen long terme? Là, mon objectif principal, c'est d'avoir 10 millions en cash flow, donc sur le compte. Donc là, ces prochaines années, c'est mon objectif principal, en tout cas financier. C'est sur ça que c'est pour ça que je travaille et que je me donne à fond et tout. Je peux d'autres objectifs en dehors de l'aspect financier? Oui, bien sûr. Ouais. Mon deuxième objectif important, c'est l'aspect sport aussi.
Parce que moi, aujourd'hui, le sport, je le mets presque au même niveau que le business. Limite, aujourd'hui, si je dors à l'heure, c'est même pas par rapport au business, par rapport au sport, tu vois. Parce que je sais que si je dors pas bien, ça va être très dur à la salle. Déjà que c'est dur. Donc, si tu dors pas bien, ce sera encore plus dur, que ce soit à la boxe ou autre chose. Donc, tout l'hygiène de vie que j'ai, aujourd'hui, ma motivation profonde, c'est limite plus par rapport au sport que par rapport au business. Sur le business, voilà, je sais que voilà, je peux travailler comme ça. Voilà. Mais le sport, tu peux pas trop, tu vois. Voilà. C'est pas pareil. Donc, il y a ça. Et ouais, développer au niveau du sport, devenir un bon combattant, tu vois. C'est pour ça que je fais de la boxe et du Krav Maga. En fait, les sports de combat, c'est un truc qui me passionne. J'aurais bien voulu même faire du MMA et tout. Mais après, là, ça se contredit un petit peu trop avec l'entrepreneuriat, tu vois. Là, donc là, on va quand même éviter, tu vois. Donc, mais franchement, si je faisais pas ça, ouais, j'aurais aimé faire, tu vois. Ok. Donc, en tout cas, développer certains aspects à ce niveau-là, progresser et tout. Business, il y a ça, le sport. Après, devenir une meilleure personne, tout simplement. Être plus gentil, en tout cas dans la vie personnelle, avec les relations, avec les gens et tout. Et après, dans le business, forcément, être un petit peu plus strict, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, vu que j'ai pas mal d'équipes maintenant qui travaillent pour moi, donc forcément, tu es obligé d'être un petit peu strict par rapport aux gens, tu vois, ça dépend et tout. Mais voilà. Mes objectifs, c'est aussi travailler sur mes compétences, que ce soit le management, c'est important parce que si tu veux progresser, il faut que tu saches gérer correctement une équipe. Travailler sur l'art oratoire, comme je disais, reprendre des cours de français, cours d'anglais, développer plein de skills qui sont importants dans le business. Donc voilà, globalement, c'est ça mes objectifs. Hyper cool. Ouais. Et qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite ? Ce qu'on peut me souhaiter, juste d'être heureux. Hein. D'être heureux, je pense que c'est ça au final l'essentiel parce que on va un petit peu dans tous les sens, on est un petit peu dans le rush et tout, mais l'essentiel quand même c'est de prendre plaisir dans ce que tu fais, d'apprécier le chemin plus que la destination, parce que là à chaque fois que tu atteins une destination, dans tous les cas tu voudras faire plus. Donc ouais, tout simplement être heureux dans sa vie, c'est tout. Ok, cool. Merci beaucoup Jonathan. Merci à toi. Vraiment cool cette interview justement où tu as parlé à cœur ouvert. Ouais. L'idée, ce serait en effet d'avoir, en tout cas pour la chaîne, d'avoir aussi d'autres personnalités et d'autres interviews d'une qualité en fait semblable. En tout cas, de toute façon, on va se revoir bientôt, je pense, bien sûr. Dans tous les événements. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker et à surtout vous abonner pour les prochains épisodes. À plus tard. Ciao.